Salut les créateurs, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou redécouvrir ensemble des caméras et des appareils photo qui ont été imaginés, conçus et développés pour des besoins ultra spécifiques, relativement extrêmes. Donc vous pouvez ranger votre boîtier dans un placard et il vous sera d'aucune utilité face aux caméras qu'on va découvrir dans cette vidéo. Okay, T1, stay, no, stay, retro, stay, Fido, stay, stay, Patrol, stay, Capcom, stay, GNC, stay, Econ, stay, Surgeon, stay, Capcom, or stay for T1. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et on commence tout de suite avec la mission Apollo 11. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins s'envolent ensemble vers la Lune pour, vous le savez, marcher sur celle-ci pour la première fois. L'équipage avait plusieurs caméras et appareils photo à son bord, dont 4 Hasselblad 500 avec des pellicules 70 mm couleur et noir et blanc, dotés d'objectifs Zeiss 500 mm, 60 mm et 80 mm. Mais avant de vous en dire plus sur ces appareils photo, pourquoi est-ce que ce sont des Hasselblad, la marque Hasselblad qui a été sélectionnée par la NASA pour participer à cette mission et équiper l'équipage. Il faut savoir que dans un premier temps, c'était l'astronaute et aviateur Walter Schirra qui avait été présélectionné pour participer à la mission Apollo 11. Et Walter Schirra était aussi photographe et utilisait pour ses besoins personnels des appareils photo de la marque Hasselblad. Du coup, c'est tout naturellement qu'il a un peu imposé son choix en quelque sorte à la NASA, ce qui était plutôt logique, autant partir avec du matériel qu'on connaît pour une mission d'une telle importance. Mais lorsque Victor Hasselblad, père fondateur de la marque, a appris que ses boîtiers allaient sans doute participer à une mission lunaire, il a pris les choses en main et a décidé de développer en relation avec la NASA des boîtiers spécifiques adaptés du coup aux besoins des astronautes, notamment aux températures extrêmes, aux conditions extrêmes de la mission et aussi forcément à la manipulation qui n'allait pas forcément être facile avec les combinaisons d'astronautes. Vous vous doutez bien que pour appuyer sur les boutons avec une combinaison aussi encombrante, c'était pas facile, il fallait des boîtiers adaptés et c'est du coup ce qu'a proposé Victor Hasselblad à l'époque. Et l'histoire nous dira que ce n'est finalement même pas Walter Schirra qui participa à la mission. Donc ces boîtiers Blad ont été conçus pour résister aux nombreuses contraintes de cette mission, je vous le disais, notamment les accélérations de plus ou moins 20 G dans toutes les directions pendant 3 minutes, les chocs allant jusqu'à 30 G pendant 11 millisecondes, c'est très précis, les importantes variations de pression d'air forcément, les variations de température aussi de moins 186 degrés à plus 114 degrés. D'ailleurs les appareils photo destinés à sortir du vaisseau étaient de couleur argentée, donc de couleur claire, pour mieux réfléchir les rayons du soleil et du coup minimiser les variations de température dans le boîtier. Ces boîtiers devaient aussi résister forcément aux radiations solaires et à des taux d'humidité allant jusqu'à 100% pour une condensation de 5 jours de 26 degrés à 71 degrés, ce qui est plutôt très correct en termes de tropicalisation de boîtier. Il faut savoir aussi qu'il était possible de réaliser jusqu'à 200 poses, 200 photos avec chacun de ces boîtiers sans avoir à changer de pellicule. Ce qui est plutôt conséquent en argentique puisqu'à l'époque on était plutôt habitué et on est toujours habitué en argentique à parler de pellicule 24 poses ou 36 poses. Bien sûr tout ça c'était fait dans le but d'économiser du temps et des manipulations puisque les astronautes avaient autre chose à faire que de changer de pellicule sur la Lune. Alors pour proposer 200 poses sur ces pellicules, elles étaient non pas réalisées en cellulose comme on avait l'habitude de le faire à l'époque, mais plutôt en polyester, une matière en fait beaucoup plus fine, ce qui a permis du coup d'optimiser le nombre de poses. Alors ces appareils photo Hasselblad ont principalement pris des photos depuis le module de commande et le module lunaire pour un total de 1407 photos, dont 232 sur la surface de la Lune durant les 2 heures à l'extérieur du vaisseau. L'un des appareils photo était même muni d'une plaque de verre avec des repères pour mesurer de façon plus ou moins précise la taille des éléments qui étaient photographiés. Et toutes ces photos sont disponibles sur le site de la NASA, je vous ai mis le lien dans la description, allez découvrir ça, c'est juste incroyable. Alors les astronautes n'ont pas que réalisé des photos pendant cette mission, ils ont aussi réalisé des vidéos grâce notamment à 2 caméras 16 mm de la marque Morer. A savoir que ces caméras étaient équipées d'objectifs Angenieux, qui est une marque française. Alors vous doutez bien que les astronautes n'avaient pas le temps de réaliser un court-métrage ou un documentaire détaillé avec plein de plans de coupe et des champs contre champs sur la Lune, donc ces caméras ont principalement été utilisées pour réaliser de simples plans séquences de la Lune. Je ne sais pas si on peut appeler ça de simples plans séquences qu'on s'est fait sur la Lune, mais voilà. Alors côté technique, ces caméras disposaient d'une pellicule de 39 mètres de long et niveau réglage, il n'y avait pas grand chose, vous en doutez bien, on allait au plus simple. Donc elles pouvaient filmer 1, 6 ou 12 images par seconde en mode automatique, 24 images par seconde en mode semi-automatique et proposaient seulement 4 vitesses d'obturation, le 1/60e, le 1/125e, le 1/500e et le 1 millième de seconde.
Alors d'autres caméras étaient aussi présentes à bord du vaisseau Apollo, notamment pour la retranscription en direct à la télé à l'époque. Alors il s'agit d'une caméra qui s'appelle Apollo Lunar Television de Westinghouse et elle a notamment filmé les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce sont des images qu'on a tous et tous déjà vues, je pense. Et cette caméra a ensuite été posée sur trépied sur la surface de la Lune et était reliée au module lunaire par un câble. Enfin, les astronautes étaient aussi équipés d'un appareil photo de type stéréoscopique, donc pour réaliser des prises de vue, on va dire 3D. Cet appareil photo, c'était un Eastman Kodak 35 mm et il permettait du coup de prendre 2 photos en même temps puisqu'il avait 2 objectifs et une pellicule pour chacun de ces objectifs. Cet appareil photo était aussi équipé d'un flash et du coup a permis de réaliser des prises de vue plus détaillées du sol lunaire. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul de tous ces boîtiers qui est revenu sur Terre et c'est un des appareils photo Hasselblad. Alors pourquoi il n'y en a qu'un qui est revenu sur Terre? Tout simplement parce que la mission Apollo consistait aussi à ramener des échantillons de roches lunaires sur Terre. Du coup, c'est du poids supplémentaire qui allait être ajouté sur le trajet retour et pour compenser cet ajout de masse, les astronautes ont tout simplement laissé sur la Lune, sur place, plein d'éléments dont ils n'avaient pas besoin pour le retour, notamment les boîtiers, plein d'autres équipements. Alors bien sûr, ils ont pris soin d'enlever les pellicules avant de se débarrasser des boîtiers, mais voilà, tous ces boîtiers sont malheureusement restés sur la Lune. Alors pourquoi il n'y en a qu'un seul appareil photo qui est revenu sur Terre? Tout simplement parce que celui-ci était endommagé et que les astronautes n'ont pas réussi à retirer la pellicule sur place. Donc ils l'ont ramené sur Terre pour faire retirer cette pellicule et cet appareil photo a été vendu aux enchères en 2014 pour la modique somme de 660 000 €. Allez, on passe tout de suite à la deuxième caméra de ce top, c'est la caméra la plus haut perchée du monde. Il s'agit d'une webcam située au niveau du Kala Patthar, désolé pour la prononciation, dans l'Himalaya népalais, à 5643 mètres d'altitude. Elle était active de 2011 à 2015, donc effectivement, elle n'est plus active aujourd'hui malheureusement. Cette caméra, c'est une Mobotix M12D qui dispose de 2 capteurs, l'un couleur de 3,1 millions de pixels et l'autre noir et blanc de seulement 1,2 million de pixels. On était en 2011 à l'époque. Ce deuxième capteur, pourquoi est-il en noir et blanc? Tout simplement parce que ça permet d'être 8 fois plus sensible et donc de filmer plus facilement de nuit, mais il faut savoir que cette webcam était uniquement active en journée. Alors cette caméra, vous en doutez, elle était conçue pour résister au froid jusqu'à moins 30 degrés et à la chaleur jusqu'à plus 60 degrés. Elle était également certifiée IP65. Elle était alimentée par l'énergie solaire et fonctionnait uniquement de jour, je vous l'ai dit, de 6h à 18h en heure locale népalaise. Là aussi, je vous ai mis le lien dans la description si vous souhaitez voir les dernières images enregistrées par cette webcam. On passe tout de suite à la troisième caméra de ce top, qui est une caméra qui a traversé le désert de Liva. Son but était de cartographier une partie du désert. Son but était de cartographier une partie du désert de Liva au sud d'Abu Dhabi sur 150 km. Alors c'est Google qui a installé cette caméra, c'est la caméra qui s'appelle Tracker par Google. Elle a été installée sur un dromadaire et vous avez sûrement déjà vu à quoi ressemble cet équipement de Google Street View. Il s'agit d'une ancienne version ici, celle qui mesure plus d'1 mètre de haut et qui pèse près de 20 kg. Et elle est dotée, cette caméra, elle était dotée, puisqu'il y a une nouvelle version qui est apparue maintenant dont je vous parle dans un instant, cette caméra était dotée de 15 caméras en fait qui photographient du coup à 360 degrés quand on rassemble chaque image de ces caméras-là. Le tout était alimenté par 2 batteries en lithium et on portait aussi dans son dos un ordinateur et un disque dur forcément pour stocker toutes les données et les traiter. Sur cette première version du Tracker, une photo était prise toutes les 2,5 secondes pour du coup réaliser, vous le savez très bien, cette cartographie, ce time-lapse en fait qu'on peut réaliser aujourd'hui sur Google Street View quand on se balade sur le site. Alors depuis fin 2018, Google propose du coup une nouvelle version de sa caméra Tracker, qui est un modèle plus fin, moins encombrant, plus léger et du coup aussi beaucoup plus discret. À savoir que vous pouvez toutes et tous postuler pour que Google vous prête cette caméra pour un besoin particulier, par exemple pour un voyage que vous faites, vraiment pour un besoin particulier, ou aussi pour des projets pro pour des clients. Comme leur site l'indique, les images que vous prenez lorsque vous utilisez la caméra vous appartiennent et vous pouvez proposer la caméra pour proposer des services de photographie à un tiers ayant fait appel à vous dans cet objectif. Vous pouvez également vendre les photos que vous prenez. Alors au niveau des conditions pour obtenir ce prêt, j'ai pas essayé par moi-même, alors si ça vous tente, faites-le et faites-moi un retour dans les commentaires, et c'est peut-être une idée à développer sur la chaîne. Bon, j'imagine que Google doit pas mal étudier votre profil au peigne fin avant de vous prêter cette caméra et que de toute façon, c'est aussi indiqué dans les conditions générales, vous devez fournir un minimum d'images à Google Maps et Street View
suite à votre projet, donc il y a un minimum d'engagement de votre côté quand même pour que Google ait un retour. Donc en gros, si vous cherchez un moyen original mais très encombrant de photographier vos prochaines vacances, vous savez ce qu'il vous reste à faire, là aussi je vous mets le lien dans la description. On passe à la 4e caméra dont je voulais vous parler, qui est une caméra qui est allée sur le point, cette fois-ci, le plus profond de la planète, après celle qui était le plus haut perché. Là, on s'attaque à celle qui est allée le plus bas. Alors, il s'agit de l'expédition The Five Deeps, lancée en décembre 2018 par une équipe d'explorateurs et de scientifiques qui avait pour but de découvrir les points les plus profonds et du coup les moins explorés, exploités de nos 5 océans sur Terre. Alors clairement, on n'a pas tous les mêmes ambitions sur Terre, pas les mêmes moyens non plus. Donc c'est Victor Vescovo, un explorateur américain, qui est descendu à 10 925 mètres de profondeur, donc dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond a priori sur Terre, et qui est situé dans l'océan Pacifique. Il a fait ça en septembre 2019. Cette expédition, elle a permis de découvrir de nouvelles espèces, de cartographier les fonds marins, mais aussi malheureusement de retrouver des traces humaines, vous en doutez, au fond de l'océan. Tout ça, ça a été fait grâce à un sous-marin qui s'appelle le DSV Limiting Factor et qui du coup était équipé de plusieurs caméras. Ces caméras sont de la marque Deep Sea et étaient placées à l'extérieur du sous-marin. Donc je vais vous donner quelques petites infos techniques sur ces caméras. Il y avait 4 caméras, donc la référence est IP Multiscam 3105 HD pour filmer les fonds marins. Elle était équipée forcément d'un dôme pour bien voir sous l'eau. Et il y avait aussi 4 caméras, cette fois-ci les références c'est IP Multiscam 3070 HD pour en fait faire de la surveillance et du repérage dans l'environnement dans lequel se déplaçait le sous-marin. Alors ces deux types de caméras avaient chacune une longueur focale et là il a fallu que je vérifie plusieurs fois les fiches techniques pour être sûr et convaincu, une longueur focale de 2,7 mm. Voilà, 2,7 mm. Je sais pas si ça vous parle, moi ça me parle pas trop. Les capteurs de ces caméras mesurent 1 sur 2,8 pouces et ont une définition de 1280 par 1080 pixels et filment en 30 images par seconde. Les objectifs utilisés ouvrent quant à eux à f2,9, ce qui est plutôt lumineux et ce qui est du coup plutôt compréhensible, puisque à ces profondeurs-là, il fait tout noir. Donc ils utilisaient aussi des projecteurs pour éclairer les scènes qu'ils cherchaient à filmer. Le tout doit bien sûr aussi résister à des températures allant de moins 30 degrés à plus 70 degrés. Alors il faut savoir que le réalisateur James Cameron est aussi un grand passionné de plongée et des fonds marins. Il a réalisé des dizaines de plongées de ce type, dont une bonne partie pour ses travaux de recherche pour réaliser Titanic. Et en 2012, à travers le projet Deep Sea Challenge, il est allé à 10 898 mètres de profondeur, là aussi dans la fosse des Mariannes, donc c'est juste une petite trentaine de mètres moins profond que Victor Vescovo. Et du coup, pour en revenir à l'expédition de Victor, la plus récente et celle qui détient le record actuellement, il y a un documentaire sur cette expédition qui est disponible depuis février 2020, donc depuis cette année sur Discovery. Ça s'appelle Deep Planet, mais malheureusement, de ce que j'ai pu voir au moment où je tourne cette vidéo, où je l'ai préparé, ce documentaire n'est pas encore disponible en France. Allez, on arrive à la 5e caméra de ce top, c'est la caméra qui filme le plus d'images par seconde, autrement dit la caméra la plus rapide du monde. Il s'agit de la Teacup. Alors je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Cette caméra, elle a été développée par l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique de Québec, et le Caltech, qui est l'Institut de technologie de Californie. Et accrochez-vous bien, elle filme à 1 milliard d'images par seconde, soit 10 trillions d'images par seconde. Donc en gros, cette caméra, elle est capable de filmer la trajectoire, le déplacement de la lumière dans l'espace. Alors cette caméra, elle a été dévoilée au grand public en 2018, donc c'est vraiment tout récent au moment où je fais cette vidéo. Et la première expérience qui a été réalisée, c'était dans le but d'observer une impulsion de laser à travers une bouteille. Et on voit du coup sur les images, c'est assez dingue quand même quand on y pense, les photons de lumière qui traversent le lait de gauche à droite, tout simplement. Alors selon Peng Wang, j'espère que je prononce bien son nom, je suis vraiment désolé si c'est pas le cas, c'est l'étudiant postdoctoral du Caltech qui a présenté la caméra. Selon lui, la caméra traverse la longueur de cette bouteille en environ 2000 picosecondes, soit environ 2 milliardièmes de seconde. Personnellement, je ne vois pas du tout ce que ça représente. En gros, un autre chiffre, pour vous dire, l'intervalle entre deux images est de 400 femtosecondes, ce qui correspond à 1 millionième de milliardième de seconde entre chaque image.
on est loin du 25 images par seconde. Alors tout ça, ça a permis quoi? Tout simplement de détailler, tout simplement. Pourquoi j'ai dit tout simplement? C'est pas simple. Ça a permis de détailler la forme, l'intensité et l'angle d'inclinaison d'une impulsion lumineuse. Donc en gros, on voit le trajet de la lumière, mais aussi son inclinaison, l'inclinaison des photons, ce qui est encore plus dingue. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui est le plus dingue dans cette histoire. Alors côté technique, j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'ils utilisent 2 caméras et qu'ensuite un programme informatique combine les 2 images dans le but de reconstituer l'intégralité d'une impulsion laser en 2 dimensions, je crois, puisque jusqu'à présent, on pouvait que le faire en 1 dimension. Enfin bref, j'ai du mal à comprendre tout ça, mais si vous êtes scientifique, n'hésitez pas à me donner des explications dans les commentaires. Je pense que ça va beaucoup nous intéresser et nous simplifier la vie. En tout cas, sachez que les Slow Mo Guys, une chaîne YouTube que j'adore et que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, ont fait une vidéo sur cette caméra, donc je vous la mets en description. Allez dévorer ce contenu, c'est juste passionnant. Allez, on passe à la 6e caméra, qui est la caméra la plus petite du monde. Il s'agit de la caméra qui a pour référence OV6948 et qui a été créée par la société Omnivision. Elle mesure 0,575 mm de long et de large pour une hauteur de 0,232 mm. Et elle a une définition seulement, mais on lui pardonnera, de 200 par 200 pixels, soit 40 kilopixels ou 40 000 pixels au total. Elle peut fonctionner de moins 20 degrés jusqu'à plus 70 degrés et filme à 30 images par seconde. Elle dispose aussi d'un zoom, rien que ça, de 3 à 30 mm et a un champ de vision de 120 degrés. Alors cette caméra, elle est utilisée pour tout un tas de besoins en médecine, notamment pour faire des examens du cerveau, pour de l'ophtalmologie, l'ORL, des besoins en cardiologie, en gynécologie, en urologie, enfin bref, tout un tas de situations où on a besoin d'une caméra minuscule pour aller observer ce qui se passe à gauche à droite dans notre corps. Alors Omnivision a annoncé en octobre 2019 que tout naturellement cette caméra était entrée au livre Guinness des records comme étant le plus petit capteur d'images disponible dans le commerce à ce jour. On passe maintenant à la plus grande caméra numérique du monde. Il s'agit du Large Synoptic Survey Telescope, le LSST, un télescope dernière génération installé à 2680 mètres d'altitude sur la montagne, attention la prononciation, Cerro Pancho au Chili et qui sera en fonction en 2022. Ce télescope permettra aux scientifiques de mieux cartographier le ciel et potentiellement de faire de nouvelles découvertes à plusieurs milliards d'années-lumière d'ici. Alors la caméra qui est utilisée, elle est juste hors norme. Elle est composée de 189 capteurs CCD au silicium de 16 millions de pixels chacun, organisés en 21 rangées pour un total de, accrochez-vous bien, 3,2 milliards de pixels. Son capteur mesure 1,65 m de diamètre, mais ce n'est rien comparé au diamètre de son optique qui mesure 8,42 m au niveau de son miroir le plus large. Alors ces caméras sont sensibles au spectre visible, mais aussi bien sûr à certains ultraviolets et certains infrarouges, ce qui est indispensable pour photographier des galaxies et tout ce qui se passe là-haut. Le tout doit être maintenu sous vide et refroidi à l'azote à moins 100 degrés pour éviter tout dépôt de poussière et du coup atteindre les performances attendues. Alors ce télescope prendra des images toutes les 20 secondes avec une vitesse d'obturation de 15 secondes et pourra détecter du coup des galaxies se trouvant à 1 gigaparsec de distance, soit plus de 3 milliards d'années-lumière environ. Et on estime à pas moins de 10 milliards le nombre de galaxies qu'il pourra photographier. A savoir que grâce à son système de miroir, ce télescope et cet appareil photo gigantesque sera aussi capable de photographier l'univers en 3 dimensions. Chaque nuit, c'est un total de 1000 images qui seront réalisées et qui représentent du coup environ 15 téraoctets de données, ce qui est juste gigantesque là aussi. La construction de tout ce projet-là a demandé 16 ans de travail et donc sera théoriquement terminée en 2022. Je ne sais pas quand les premières images sortiront, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc je vous mets ça aussi dans la description. C'est un projet qui a été lancé par le laboratoire national de Brookhaven du ministère américain de l'énergie. Donc si ça vous passionne, rendez-vous dans la description et vivement du coup que l'on puisse découvrir ces images. Donc on vient de parler du plus grand appareil photo numérique, place maintenant au plus grand appareil photo argentique. C'est le projet fou d'un Américain qui s'appelle Dennis Manarchi qui a réalisé dans les années 2010, on n'a pas les dates exactes mais c'est dans les années 2010, il a fabriqué de toutes pièces un appareil photo argentique qui mesure 10 mètres de long, 3,65 mètres de haut et 2,43 mètres de large, donc là aussi c'est gigantesque.
En gros, l'appareil photo ressemble à un énorme appareil photo à soufflet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des appareils photo à soufflet argentique. Bah là, c'est ça, mais en 10 fois plus grand. Voilà. Et les négatifs qu'il utilise mesurent quant à eux 1,8 m de haut. Un négatif de 1,8 m. Tout va bien. L'objectif, quant à lui, pèse plus de 110 kg et a une longueur focale de 1070 mm avec une ouverture variable de f11 à f32. Voilà, ça, f11, f32, ça nous parle un peu plus, on connaît. Alors niveau sensibilité ISO, c'est un petit peu plus le bordel puisque nous, on a l'habitude de la valeur 100 comme étant la valeur de référence aujourd'hui en numérique. La sensibilité ISO de son appareil photo, enfin de son négatif de 1,8 m de haut, c'est une sensibilité de ISO 3. Voilà, donc vous imaginez qu'il a besoin d'énormément de lumière pour réaliser ses portraits, ou en tout cas de toujours réaliser des poses longues comme à l'époque. On fait en sorte que son sujet ne bouge pas et on réalise des poses de plusieurs secondes. Alors pour chacun des portraits qu'il réalise, puisqu'il fait des portraits avec son appareil photo, il a besoin de 2 jours pour travailler la lumière et mettre en place toute son installation. Donc vous vous doutez bien qu'il n'a pas un rendement exceptionnel et il ne réalise qu'une seule photo par personne qu'il photographie. Alors son projet artistique était de traverser les 50 États des États-Unis pour photographier les Amérindiens, les cow-boys, les Apaches, les Français canadiens issus de l'Empire colonial français, les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale aussi, enfin bref, tout un tas de personnes dans le but de rendre hommage à l'histoire des cultures américaines et à la photographie argentique. Alors le coût total du projet s'élève à plus de 10 millions de dollars et ça comprend bien sûr la construction de l'appareil photo, le prix des films, du développement, le prix aussi des différents voyages à travers les États-Unis, enfin bref, c'est un projet qui coûte très cher, comme tous les autres dont on a parlé dans cette vidéo. On n'est pas prêt de pouvoir tester ça chez nous, mais voilà, ça me passionne. J'espère que ça vous a passionné aussi le temps d'une vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de regarder dans la description. Je vous ai mis tout plein de sources et de liens très intéressants pour aller découvrir ces appareils photo, ces caméras, les photos qui ont été réalisées avec, et du coup, enrichir votre culture de la photo et de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite émission culturelle. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!